Après coup, je pourrais dire qu'il était évident qu'arrivé comme j'étais arrivé en 68, avec le bagage que j'avais au moment où j'ai fait ce MLF, nous avons fait, il y avait toute cette part de ma vie qui était la vie intellectuelle, la vie de travail aux éditions du Seuil, la recherche. Donc la recherche, ça a donné la cure analytique et le travail analytique et la pensée, le travail de pensée. Et à un moment, évidemment, il me semblait qu'après avoir pris la parole, il fallait qu'on prenne les plumes, les pinceaux, et que l'écriture des femmes qui étaient si maltraitées dans un milieu misogyne de la République des lettres, très moderne pourtant, très contemporain, mais c'était la modernité entre hommes, je vous l'ai dit, c'était une culture contemporaine dont les femmes n'étaient pas les contemporaines. Devenant moi-même ma propre contemporaine avec le MLF, je me suis dit que donner lieu au non-lieu, c'était aussi créer une maison d'édition qui ne serait pas matricide, mais qui serait matricielle plutôt. Donc, votre obsession de l'espace, et créer un espace où les femmes pourraient écrire en liberté. Mots dits à tout venant, paroles à toutes allantes, quelques femmes naissaient sous les pierres, ou les palmes. Quelques femmes a pu naître, et d'autres en d'autres lieux en auront connaissance par des voix inouïes. Élan, signe d'oral, ivresse nourrissonne, archicorps, chaos doux, couleurs vocalisées, et fluide si coulé. Logique de nos lieux, rythme, cadence balancée, ou la danse. De fin des années 70, ou tout début des années 80, il fallait que j'invente quelque chose. J'avais écrit un petit texte qui s'appelait « Privilège de l'oral ». Je disais que si pour les hommes, la structure phallique-anale était dominante, pour les femmes, c'était oral et génital. Donc en deçà et au-delà de l'anal et du phallique, ce sont les catégories, vous savez, freudiennes, récriées par les lacaniens, qui reviennent tout le temps. C'est commode pour parler. Donc, je me disais que sous le texte et au-delà du texte, la voix, plus qu'inspiratrice, oui, inspiratrice et expiratrice, et la voix comme origine, comme orient du texte, comme lieu où le texte se lève. Évidemment, en disant ça, j'ai monté ce que je savais déjà. Je connaissais bien Proust, qui racontait comment, la nuit incestueuse qu'il passe avec sa mère, en prétendant qu'il est malade, son père, un père faible, qui le laisse être homosexuel finalement, souffreteux, et qui dit à sa mère, mais restez donc avec lui, ma chère, pendant cette nuit-là, du fils malade, de la mère protectrice, du couple incestueux, elle lui lit un texte qu'avait acheté la grand-mère, la mère de la mère, pour son anniversaire, et qui est François le Champy, de George Sand. Et il dit, qu'est-ce que François... Alors il dit, ma mère retrouvait, pour lire ce texte, les accents qu'il avait dictés. Donc il y a une voix dans la voix. Les accents qui ont dicté le texte, c'est non seulement la voix de George Sand, mais la voix de George Sand qui a entendu des conteurs raconter cette histoire. Et que raconte cette histoire? Mais une histoire d'inceste, bien sûr, puisque François le Champy finira par épouser sa mère adoptive, qui s'appelle, devinez comment, Madeleine. Donc c'est la scène qui précède la scène de la Madeleine. Tout ça, je l'ai découvert, ça n'était pas encore dans les critiques littéraires. Et à la fin, dans Le Temps retrouvé, le livre que le narrateur va chercher sur l'étagère du duc de Guermantes, c'est François Champy dont il dit « C'est le premier roman que j'ai lu, il ne l'a pas lu. Il lui a été lu, c'est un conte, donc, et c'est le conte de « À la recherche du temps perdu », puisqu'il dit « Maintenant, je vais pouvoir commencer à écrire, évidemment, les 12 tomes de la recherche sont terminés. » Donc, la fin, c'est le début. C'est le début de l'écriture désirée. C'est la voix
qui revient, et c'est la voix évidemment de la mère. Je pense que la voix a un pouvoir qui décuple quand même l'imagination par rapport à beaucoup de choses. C'est vrai que souvent, quand on demande à des gens qui lisent beaucoup, aujourd'hui moins qu'avant, parce que les femmes ont beaucoup moins le temps, mais très souvent, moi je suis frappée d'entendre, presque tous les écrivains ont une grand-mère ou un grand-père ou une mère, idéalement, qui leur lisait des histoires le soir. Et je pense qu'à travers la voix, il passe des images en plus. Jacques dormait toujours, la bonne aussi. Sarah alla dans la cuisine, avala un bol de café froid et sortit sur la véranda. L'enfant se levait toujours le premier. Il était assis complètement nu sur les marches de la véranda, en train de surveiller à la fois la circulation des lézards dans le jardin et celle des barques sur le fleuve. Il y a dans notre bibliothèque des voix des textes lus par Marguerite Duras elle-même, ou par Nathalie Sarraute elle-même, par Julien Gracq lui-même, évidemment, ou par Sagan elle-même. Évidemment, si la voix du texte, ça peut être aussi la voix de l'auteur, c'est passionnant, parce qu'il y a des sédimentations de voix et de grains de voix. Mais dans le cas de Duras, on entend toujours sa voix. D'ailleurs, quand on a entendu la voix d'un écrivain ou d'un acteur, on voit son corps. L'œil écoute, mais l'oreille voit absolument. Et même plus que le corps. Le grain de peau, le regard, tout. Donc, quand Marguerite lit, c'est du Marguerite, mais aujourd'hui, Fanny Ardant a lu tellement de textes de Sagan, de Duras, qu'elle s'est aussi appropriée, qu'elle a glissé sa voix dans les cordes vocales du texte de Marguerite, et que c'est du très beau Duras quand c'est Fanny Ardant qui le lit. Ce qui est la splendeur centrale, c'est l'idée des 20 ans, l'idée du jeu à la guerre, devenue resplendissante, un cristal. S'il n'y avait pas des choses comme ça, l'écriture n'aurait pas lieu. Mais même si l'écriture, elle est là, toujours prête à hurler, à pleurer, on ne l'écrit pas. Ce sont des émotions de cet ordre, très subtiles, très profondes, très charnelles, aussi essentielles et complètement imprévisibles, qui peuvent couver des vies entières dans le corps. C'est ça l'écriture. C'est le train de l'écrit qui passe par votre corps, le traverse. C'est de là qu'on part pour parler de ces émotions difficiles à dire, si étrangères et qui néanmoins, tout à coup, s'emparent de vous. Donc j'ai essayé de réconcilier cette économie de la génitalité, ou de la génialité, ou du génie des femmes, avec l'oralité. J'ai essayé de faire une sorte de couplaison orale génitale, puisque ce que l'enfant, dans ce premier environnement, va percevoir du monde extérieur, c'est pas l'eau qui est intérieure, mais la voix, c'est-à-dire l'oralité de la mère et la nourriture. L'oral, c'est à la fois la voix et c'est ce dont la mère se nourrit. Il va acquérir les goûts, l'oreille et le goût et l'odorat. Les sens qui, comme par hasard, sont complètement refoulés par la vision. Donc ne pas donner le primat à la vision et à l'écriture, mais au contraire, à ce que les deux refoulent. Le goût, l'odorat et le toucher, puisque le fœtus in utero suce son pouce, ou l'entre dans un orifice disponible, fait tout ce qu'il peut lui procurer du plaisir, qui n'est pas lié à la vision, à ce moment-là, du tout.